Donc aujourd'hui, en fait, on va parler encore d'hydrogène, hein, c'est quand même un sujet donc que l'on, mène fréquemment et aujourd'hui, on va parler d'hydrogène naturel, hein, parce que c'est quelque chose qui est un peu le vent en poupe. Là, on entend beaucoup parler, de l'hydrogène vert, hydrogène gris, hydrogène bleu et cetera et finalement, il se passe quelque chose aussi, actuellement, c'est qu'on découvre de plus en plus, hein, des potentiels gisements alors d'hydrogène blanc ou hydrogène naturel, donc finalement existant directement à l'état naturel et ce qu'on souhaitait aujourd'hui, vous partager, c'est le retour d'un sommet, qui s'est déroulé en Australie au mois de novembre, autour de l'hydrogène naturel justement, pour mieux comprendre, bah, finalement quelle est la réalité actuelle en fait de cet hydrogène blanc. Quelles sont les réelles perspectives? Où est-ce que l'on est? Est-ce que c'est encore du prospectif? Ou est-ce qu'il y a vraiment déjà des potentielles, productions, d'hydrogène blanc? Et qu'est-ce que ça pourrait représenter dans le futur? Donc, cet événement, nous permet donc, d'avoir un peu cet aperçu-là et donc, Patrice Flo, hein, de Tamris Studies Conseil a suivi pour nous cet événement. Alors online, hein, parce que c'était en Australie, il est pas allé en Australie, mais il a pu capter les conférences, puisque c'était aussi diffusé par internet et l'objectif vraiment de ce webinaire est de vous partager son retour et de vous, donner donc vraiment les éléments clés, hein, sur cet hydrogène naturel. Et donc, bah, je vais lui laisser la main. C'est moi qui vais faire défiler ces diapos. Donc, tu me dis à chaque fois que tu as besoin de changer. Alors là, je vais déjà mettre à ce niveau-là et je te laisse parler. Donc, tu as déjà ta caméra allumée, donc très bien. Vas-y, D'accord, merci Patrice. Bertrand. Merci Bertrand, bonjour à tous. Alors évidemment, cette présentation est un reporting du sommet qui a eu lieu en Australie. C'est le troisième du genre. Les deux premiers avaient eu lieu en France, mais en fait étaient complètement virtuels à cause du Covid. C'est la première fois qu'il y avait une possibilité pour les participants de se rencontrer, mais c'était mixte, c'était virtuel et également présentiel en même temps. Ce ne sera pas un cours, évidemment, sur l'hydrogène naturel pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le sujet, c'est simplement un reporting. Ceci dit, au fur et à mesure de la présentation, ceux qui ne connaissent pas trop l'hydrogène blanc vont pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Alors, la première partie de la présentation est structurée suivant le sommet, sur les 5 premiers chapitres, hein, c'était la structure même qui a été présentée. Et puis les 3 derniers chapitres ont été composés pour les ressortissants du CETIM. Une compilation des éléments que j'ai pu recueillir. Alors, en résumé, il y avait 31 pays qui participaient à cette affaire-là, 350 participants et quand même une 40 présentations. Le sommet est organisé essentiellement par des Français, Madame Isabelle Moretti, qui est une ancienne directrice de recherche de Engie et qui est également professeur à l'université de Pau. Il travaille sur le sujet depuis déjà de nombreuses années. Elle est entourée évidemment par beaucoup d'autres personnes que je nommerai pas, mais elle a tenu à faire ces sommets depuis déjà 3 ans. Les pays qui sont leaders dans le domaine, ce sont eh bien le Mali, la France, hein, qui organisons ce sommet, les USA et puis également l'Australie. Alors, ce sont surtout des académiques qui sont autour de ce sujet-là, et puis maintenant de plus en plus des startups. Il y a quelques forages en cours, comme on le voit sur la photo, mais ce sont des forages exploratoires. Ils ont pour but, évidemment, de localiser les futurs sites de production. Cette production n'a pas vraiment été abordée pendant le sommet. Et son démarrage, en fait, est envisagé à l'horizon 2026-2028. Ce qu'il faut dire, c'est que aussi l'hydrogène naturel est maintenant reconnu par de nombreux États qui cherchent à le légiférer, et puis aussi par l'Agence internationale de l'énergie, qui a créé un groupe sur ce sujet-là.
Donc l'hydrogène naturel sort du bois. Slide numéro 3. Donc, j'attaque le premier sujet qui est ce qui se passe en termes de recherche dans le domaine. En premier lieu, on parle des USA qui ont mis beaucoup d'argent sur l'hydrogène. Ça a été rappelé par un des représentants du département de l'énergie qui nous faisait une présentation. Donc, on sait que l'hydrogène est fortement subventionné par l'Inflation en réduction d'Act, l'IRA, qui va jusqu'à subventionner 3 $ par kilogramme d'hydrogène, donc c'est quand même considérable. Et puis un nouveau programme qui a été lancé, H2Hubs, avec 7 milliards de dollars pour l'économie hydrogène, de manière générale. Mais il y a un domaine spécifique à l'âge naturel qui est directement subventionné par les US à hauteur de 20 millions de dollars quand même, avec pour objectif de financer la recherche sur 2 domaines, la stimulation, c'est-à-dire l'augmentation des débits des puits d'hydrogène naturel, et puis d'autre part, la compréhension des réservoirs naturels ou aussi l'ingénierie des réservoirs naturels, c'est-à-dire comment on peut améliorer ces réservoirs, peut-être même fabriquer des réservoirs. Ce qui est intéressant aussi côté US, c'est leur attention qui est portée sur l'environnement. Ils ont cité l'impact des fuites de gaz hydrogène sur les gaz à effet de serre, le risque de tremblement de terre qui est lié à l'expansion de la roche lors des réactions chimiques qui produisent l'hydrogène dans le sous-sol. Et puis, ce qu'on connaît déjà, le risque de pollution par les fluides de forage ou par les fluides de stimulation. Et puis, l'impact, ce qui est nouveau, l'impact sur la biologie de surface du fait que l'hydrogène est de la nourriture pour les micro-organismes en surface. Et si on capte l'hydrogène avant ces micro-organismes, bah, ceux-ci vont mourir de faim, on va dire. Donc c'est aussi quelque chose que les US veulent regarder. Alors, j'ai voulu faire ressortir des recherches qui vont se faire à Oman cette année, donc l'Arabie, enfin la péninsule arabique, menée par l'Université du Colorado, qui est un programme de recherche sur la stimulation, c'est-à-dire l'augmentation des débits d'hydrogène naturel. Alors pourquoi Oman? Parce que Oman a une caractéristique assez particulière dans le monde. Elle possède des roches ferreuses en surface et sur des étendues très très larges. On parle de 20 000 km² de roches. Et un calcul a été fait sur 200 km² et a démontré qu'il pouvait y avoir 400 millions de tonnes d'hydrogène qui pourraient se former par réaction chimique sur ces roches. Alors, la difficulté que l'on rencontre souvent avec l'hydrogène naturel, c'est que la diffusion d'hydrogène est relativement lente, et donc la stimulation consiste à accélérer cette diffusion pour pouvoir recueillir l'hydrogène, avec de grands axes. Un axe qui est d'augmenter les porosités, les passages dans les roches en réduisant les espaces entre fractures, en augmentant la taille des fractures ou en multipliant ces fractures. Et aussi un autre axe qui est d'accélérer la réaction chimique en multipliant le taux de réaction, par exemple, de la serpentinisation, qui est la formule présentée ici. On verra qu'il y a d'autres sources d'hydrogène naturel, en fait. Alors, la stimulation, il y a toutes sortes de technologies qui sont envisagées, simulation physique, simulation chimique, simulation biologique, donc différents produits qu'on pourrait envoyer sous terre pour stimuler ces réactions, voire même électriques.
il n'y a pas que aux US que l'on fait des recherches. La recherche aussi consiste à explorer les différentes zones dans le monde, hein. On a ici une activité en Australie où l'université du sud-ouest méridional d'Australie cherche à repérer les sites potentiels d'hydrogène sur toute l'Australie. La même chose au Canada avec des organismes officiels comme le GSC qui se fait aider de son équivalent côté américain. Et leurs recherches ont déjà permis à une compagnie privée de s'installer en Ontario et de commencer de l'exploration. On n'a pas que des académiques, mais aussi des sociétés privées comme HR Consulting et Géosciences qui travaillent sur le sujet, ont démontré qu'il y avait une relation très forte entre les émanations d'hydrogène qui sortent du sol et la nature du sous-sol en termes de plaques tectoniques ou de cratons. Alors, les cratons, ce sont des parties d'écorce terrestre qui sont extrêmement épaisses, qui sont 2 fois plus épaisses que par ailleurs, qui fait qu'ils survivent à tous les mouvements de la Terre depuis des milliards d'années. Et par exemple, au Brésil, on voit les taches noires, ce sont ces cratons qui sont figurés là, qui peuvent être à ce moment-là des sources potentielles d'hydrogène. On va en parler un peu plus tard. Vas-y, Bertrand. Alors, voilà, j'en ai terminé pour la partie recherche. Bien sûr, il y avait d'autres choses que ça, mais j'ai fait un petit résumé là, à ce niveau-là. Tout un programme, toute une présentation concernait les nouveaux outils pour l'hydrogène naturel. Alors, ce sont essentiellement des outils matériels et logiciels, essentiellement des capteurs, des analyseurs, et puis aussi des logiciels, on va voir de quoi il s'agit, et puis des procédés d'analyse par rapport à l'hydrogène. On a maintenant plusieurs capteurs qui sont capables de mesurer les émanations d'hydrogène au niveau du sol. On verra qu'il y a même une société qui cherche à faire un avion, une espèce d'avion renifleur pour capter ces émanations d'hydrogène pendant le vol à basse altitude. Les logiciels qui sont mis au point visent à représenter l'hydrogène dans le sous-sol à différentes phases de cette génération d'hydrogène, c'est-à-dire les sources d'hydrogène, les endroits où l'hydrogène circule, les endroits où l'hydrogène est stocké, et puis bien sûr les endroits où l'hydrogène peut s'échapper du sol. Et tous ces logiciels dérivent évidemment de ce qu'on connaît déjà, le LANGAS, et s'exercent dans divers domaines, hein, le sismique, le magnétisme, les densités, la gravité, etc. Et on a une société française, un groupement français, qui est en train d'investiguer la possibilité de reconnaître les origines de l'hydrogène, là où il se trouve fabriqué, grâce à l'examen des isotopes. On va en parler tout à l'heure. Oui, Bertrand. Alors, on a ici un exemple de ce que peut donner le travail sur les logiciels. Alors, les logiciels sismiques, c'est-à-dire la propagation des ondes dans le sol, qui est fortement influencée par non seulement la nature des roches, mais aussi la nature des fluides qui circulent éventuellement dans ces roches. Ça peut être l'hydrogène, l'hélium, mais ça peut être du gaz naturel, ça peut être de l'eau. Voilà. Et en combinant ces différentes technologies, sismique, magnétisme, gravimétrie, on est capable de dessiner la figure que l'on voit sur ce slide, où on représente la structure du sous-sol ici en Australie de l'Ouest. C'est un bassin qui s'appelle Officer. On a en gris la roche de la couche terrestre. Au-dessus, en blanc, on a une couche de sel. Donc, couche de sel qui a l'avantage d'être étanche par rapport à l'hydrogène, par exemple, ou l'hélium. Et puis au-dessus, on a des sédiments en marron. Et on arrive à voir à peu près à 200 mètres. Là, on représente 2 km de profondeur, mais à 200 mètres de la surface, on voit un petit trait noir qui sont des roches dolérites, qui sont des roches relativement étanches également à l'hydrogène. Alors, ce qu'on remarque, c'est que dans la partie grise, on a des lignes obliques qui sont des failles, qui sont le dessin de failles, par lequel l'hydrogène va donc remonter. L'hydrogène qui vient de bien plus profond que ces 2 km
va remonter par ces failles et se trouver bloqué au niveau des couches de sel qui sont en blanc. Et donc, à l'extrémité de ces failles, à l'extrémité supérieure de ces failles, on a de chances de trouver des accumulations d'hydrogène, soit dans les porosités, par exemple, de la roche qui est représentée en jaune, là, soit dans des cavités creuses, si par chance, on peut avoir une cavité creuse au niveau du sel en extrémité de ces failles. Et donc, c'est là tout le jeu de ces logiciels, c'est de faire des représentations du sous-sol de cette façon-là, pour pouvoir finalement creuser des puits à l'extrémité des failles où peut-être on va avoir des accumulations de- d'hydrogène. Oui, merci. Donc, les capteurs, les nouveaux outils concernant donc ce qui est des capteurs peuvent être testés dans des bancs d'essai. On a ici sur ces photographies en haut la partie supérieure de fûts remplis de sédiments, de sable, de terre qui ont été mis dans le sol et sur lesquels on a planté des capteurs. Alors, par la trappe figurée en noir sur la photo du haut, on peut descendre dans le sous-sol et regarder comment sont instrumentés, comment sont équipés ces fûts de terre. Alors là-dedans, on va injecter de l'hydrogène par le bas, et puis le capteur qui est en surface est censé mesurer le débit d'hydrogène qui peut en sortir. Ce n'est pas si simple à mesurer parce que d'abord, ce sont des ppm que l'on mesure. Ça peut être des dizaines de ppm, centaines de ppm, voire parfois des milliers de ppm. Ça reste 1 pour 1000, c'est pas beaucoup. Et puis d'autre part, l'hydrogène est fortement perturbé par la façon dont on peut mesurer cet hydrogène, très sensible à la qualité des matériaux, très sensible à l'humidité, très sensible à la transformation par les micro-organismes ou par les matériaux qui sont dans la Terre. Et donc, on peut avoir des variations d'une centaine de ppm dans ces mesures, ce qui est presque au niveau de la mesure que l'on fait. Donc, c'est pas si évident. Ces bancs d'essai s'appellent des lysimètres et on peut avoir l'intérêt de ces capteurs, c'est qu'on peut, ils sont, on va voir dans le slide suivant, ils sont relativement petits et peuvent être dispersés sur des surfaces que l'on veut observer, à raison par exemple d'une centaine de capteurs pour un kilomètre carré, pour bien caractériser ces fuites au niveau du sol. Donc on a ici des capteurs qui ont été présentés, donc qui sont des capteurs qui existent. On va parler en premier lieu des capteurs français. Le SurfMog G H2 a été développé par une petite start-up 45.8 Énergie en France, une des premières start-up dans le domaine, avec un instrumentiste qui s'appelle Solexpert. Donc en fait, c'est un élément sensible électrochimique qui est placé au bout d'une sonde que l'on voit sur les photos en position horizontale, mais en fait elles sont plantées verticalement dans le sol, avec en partie supérieure une petite tête d'émission pour envoyer les informations d'une mesure, deux mesures toutes les heures dans ce cas-là, avec des batteries bien sûr qui peuvent tenir par exemple une année. Un autre capteur a été développé par Engie, s'appelle Paris, c'est à peu près la même structure, une tige d'1 mètre de long. Le capteur, l'élément sensible, c'est aussi un élément électrochimique, il est lui placé dans la tête du capteur. Et puis on a un radome pour émettre les informations également à un rythme d'une donnée par heure, par ici là, et pendant une année lié aux batteries. D'autres capteurs ont été développés par des Australiens, avec Axiom par exemple, et puis également en Australie, le CISRO, qui est un centre de recherche, un petit peu comme le CNRS, qui est un très grand centre de recherche. Ils ont un secteur hydrogène naturel qui a lui également développé un capteur. Et puis, retour à la société Solexpert française qui a développé un capteur Sysmog pour analyser les quantités d'hydrogène dissous dans les eaux, dans les aquifères, dans les nappes aquifères, les eaux souterraines. Parce qu'on a découvert que ces eaux pouvaient être aussi des réservoirs d'hydrogène finalement. Next.
Alors là, j'avais parlé de capteurs résistants, mais il y a des choses qui sont toujours en phase de recherche, en particulier cet avion que l'on voit à droite, là, qui va transporter un détecteur d'hydrogène sur une technologie de spectroscopie Raman. Donc l'idée, c'est de voler en azimuth à 50 mètres du sol pour détecter ces émanations d'hydrogène avec un certain débit, bien évidemment, au niveau de ces émanations. Par ailleurs, on a aussi côté IPGP, donc en France, l'Institut de physique du globe de Paris, qui développe des bases de données sur l'analyse d'hydrogène pour reconnaître les isotopes de cet hydrogène. Donc l'hydrogène, typiquement, c'est un atome composé molécule composée d'un atome, d'un proton et d'un électron. Le deutérium, lui, il a un proton, un neutron en plus, et son électron. Et en fait, ce deutérium, il est présent dans l'hydrogène en très faible quantité. Là, on dit 15 atomes de deutérium pour 100 000 atomes d'hydrogène. C'est un ratio qui est variable suivant l'origine de l'hydrogène. S'il a été fabriqué par électrolyse, ou par reformage du méthane, ou par radiolyse, ou oxydation du fer, etc., microbiologie. Donc, en faisant l'analyse des isotopes, alors évidemment, il faut des appareils extrêmement précis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de deutérium. On est capable de diagnostiquer l'origine de l'hydrogène et donc la profondeur à laquelle il a pu être fabriqué. Ce qui permet de se donner des idées sur le forage. Next. Alors, je vais passer maintenant à une partie qui s'appelle l'exploration, hein, ce qui a été présenté par rapport aux gens qui sont sur cette activité-là. Alors, tout d'abord, l'exploration cherche à déterminer où se trouvent les systèmes hydrogènes, c'est-à-dire une configuration où on a à la fois des sources d'hydrogène dans le sous-sol, des zones de migration pour permettre à l'hydrogène de remonter en surface, et puis des réservoirs accessibles, pas trop profonds, dans lesquels l'hydrogène peut s'accumuler grâce à des couches qui sont disposées au-dessus et qui sont étanches. Alors les réservoirs typiquement sympathiques, ce sont soit des cavernes qui seraient creuses, soit mais plus souvent des sédiments avec des porosités ou des roches poreuses. Et puis les couches étanches, ça peut être préférentiellement du sel, par exemple. Mais il peut y avoir d'autres roches, enfin des roches comme la dorolérite qui font cette fonction-là. Et puis bien sûr, à partir du moment qu'il y a de l'hydrogène dans le sous-sol, il y a forcément des fuites au niveau du sol, et donc on doit pouvoir reconnaître des émanations en surface. Alors, j'ai dit qu'il y avait plusieurs sources d'hydrogène naturel. Les plus importantes sont listées ici. Elles sont dans le graphique ordonné suivant la production annuelle que l'on peut en sortir. Alors, le truc a disparu là. Oui, voilà, ça revient. Les moins productives sont les réactions mécano-radicales qui sont provoquées par les frottements des plaques tectoniques ou des roches, hein, des failles. Au niveau des failles, quand les roches frottent les unes sur les autres, on crée des radicaux qui détruisent les molécules d'eau et forment de l'hydrogène. On a de l'hydrogène qui peut sortir du dégazage des volcans. On a de l'hydrogène qui peut être fabriqué par la décomposition du méthane lié à des micro-organismes. La radiolyse qui est provoquée par l'uranium et le thorium au moment de leur décomposition, enfin l'irradiation en fait, et en même temps décomposition, provoque de l'hydrolyse de l'eau en hydrogène et l'électrolyse de l'eau en hydrogène et oxygène. Et puis, on a aussi des formations d'hydrogène possibles par la décomposition
thermique des matières organiques, hein, du pétrole, en grande profondeur, là où les températures sont importantes et les pressions. Et puis, la plus importante, que l'on estime en termes de production, serait la réduction hydrothermique des roches ferreuses, c'est-à-dire la réaction chimique que je vous ai déjà montrée, où les roches ferreuses s'oxydent et font de l'hydrogène en décomposant l'eau. Next. Donc, bien sûr, l'exploration aux USA dont on a déjà parlé. On a par exemple l'IFP qui travaille là-bas, au Kansas, au Minnesota, sur les systèmes donc, les plus productifs où la roche ferreuse olivine est transformée en serpentine et forme de l'hydrogène. On a estimé, enfin l'IFP a estimé un potentiel important, par exemple au Minnesota, sur des grandes surfaces, 1000 km², où on pourrait produire 10 puissance 12 tonnes d'hydrogène 15 fois, mais ça représente 10 000 fois finalement la quantité annuelle d'H2 anthropique. La quantité annuelle d'H2 anthropique est environ 100 millions de tonnes par an, et on pourrait avoir 10 000 fois une production totale. Donc ça nous ferait 10 000 ans de production anthropique, quoi. Donc ça paraît très énorme, mais en fait la difficulté c'est bien de le recueillir. Et puis on a d'autres sites d'exploration que je n'ai pas détaillés, mais qui ont été présentés pendant la conférence sur l'Afrique, en particulier en Namibie, pas seulement au Mali, sur la Colombie, sur le Brésil. On a à droite une représentation, enfin une photographie prise par monsieur Prinzhofer, qui est un professeur français très renommé sur le sujet de l'hydrogène naturel, qui a travaillé donc l'année dernière au Brésil et a rapporté des photos de failles à droite, où on peut deviner des fuites d'hydrogène du fait que la végétation a complètement disparu. On le voit très bien sur ce qu'on appelle les cercles de fées sur la photo de gauche. Ce sont des grands disques où la végétation a complètement disparu. On peut avoir la même chose sur des lignes droites qui suivent les failles et donc les remontées d'hydrogène. Alors pourquoi ces zones sont arides? Parce que l'hydrogène est une nourriture pour les micro-organismes en surface, mais il se développe tellement qu'il mange également l'oxygène, ce qui fait qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour la végétation. Ça pourrait être une hypothèse pour expliquer ces zones dénudées, mais ce n'est pas encore complètement prouvé. Alors, exploration, le Mali n'est plus en exploration puisqu'on produit déjà d'hydrogène depuis plus d'une dizaine d'années, à des faibles quantités, cependant, 130 kg d'hydrogène par jour. Ça permet d'alimenter un moteur qui fait 50, enfin une machine thermique qui fait 50 kW pour alimenter l'électricité d'un village à côté. Mais quand on regarde les critères du département de l'énergie américain, si on veut une production industrielle commercialisable, il faudrait monter à 82 000 kg d'hydrogène par jour, c'est-à-dire 82 tonnes par jour. Donc on est loin du débit que l'on voit au Mali, quoi. Et c'est une difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à ce niveau-là. Donc de toute façon, le Mali reste un bon exemple pour comprendre comment on a pu avoir un débit d'hydrogène encore important malgré tout, et avec un taux d'hydrogène si élevé. On a constaté qu'il y avait plusieurs couches alternatives de roches ferreuses et de roches étanches. On avait également des zones aquifères en profondeur qui ont capté l'hydrogène, qui ont servi de réservoir hydrogène. Et puis, on a aussi une chance, c'est que la surface du sol est relativement sèche, elle est très peu humide, donc l'activité des micro-organismes liée souvent à l'humidité est relativement faible, si bien que l'hydrogène reste intact jusqu'en surface. Patrice, je vous propose d'accélérer un petit peu parce qu'il est déjà 11h33.
Il y a Tout à encore beaucoup fait, de choses à on montrer, avance. donc Tout on à fait. accélère un peu. Merci, Merci. merci bien. Oui, tout à fait. On y va sur la France. Eh bien sûr, on parle de la France puisqu'on a découvert des zones grâce à une action de l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine. Des sociétés privées ont pu, suite à ces travaux, obtenir des permis d'exploration, 45.8 Énergie et Storengy en particulier, sur ce site qui s'appelle Grand Rigueux, et qui avait fait l'objet d'ailleurs de simulations de la structure en profondeur par des organismes américains qui ont pu montrer comment l'hydrogène se circule dans le sol, soit par des failles sous forme gazeuse, soit aussi par des failles, mais sous forme dissoute dans l'eau. Next. L'Australie. Donc l'Australie, c'était l'endroit où se faisait la conférence, a pu donc développer plusieurs présentations. On voit ici les points rouges sur la carte, qui sont les zones où on a, on a repéré des concentrations d'hydrogène dans le gaz qui sortaient du sol relativement importants, supérieurs à 1% en réalité. Sachant que la zone la plus attractive à explorer, c'est celle qui est entourée avec un cercle blanc, parce qu'il y a beaucoup d'activités industrielles et beaucoup de population dans ces zones-là. Et donc, l'État méridional de l'Australie a développé, a mis en place des autorisations d'exploration depuis février 2021, et de nombreuses startups se sont mises en place pour explorer ce gaz naturel. On a d'autres zones à l'ouest et à l'ouest à l'est et à l'ouest de l'Australie, mais elles sont pas forcément moins faciles à explorer. À l'est, il y a des zones pétrolières qui sont favorables. Alors, en Australie se trouve le centre de recherche ISRO dont j'ai parlé. On voit ici le matériel dont ils disposent pour supporter justement toutes ces startups qui font ces explorations, analyse des roches, analyse des fluides, expériences chimiques avec les roches qui sont en place. Donc des analyses très très poussées avec des moyens relativement coûteux que les startups ne peuvent pas se payer. Next. Alors, il est important de parler de deux sociétés, Gold Hydrogen, qui est la première start-up qui s'est installée là-bas et qui a obtenu des droits exclusifs d'exploration pour 74 000 km², donc c'est énorme, c'est aussi grand qu'une région comme Rhône-Alpes en France. Ils ont les droits exclusifs d'exploration et ils ont un premier puits qui a été dont les résultats ont été montrés pendant la conférence, avec 73% d'hydrogène qui sortait de ce puits, au niveau du gaz qui sortait de ce puits, et puis 3,6% d'hélium. Ils sont partis à creuser maintenant un deuxième puits qui s'appelle RACEM2, à 500 mètres, qui serait mieux placé par rapport aux failles. Depuis cette conférence, les résultats ont été publiés, effectivement, et les résultats sont encore plus attractifs, meilleurs. Ce qui reste à définir quand même chez Gold Hydrogen, c'est le débit de ces premiers puits de Ramsay. Quels sont les débits potentiels d'hydrogène, et ça devrait être réalisé cette année 2024. 2H Ressources est une autre start-up qui est née un petit peu plus tard. Elle a déposé des permis pour 30 000 km², donc c'est aussi une très grande région, je crois comme la Picardie en France, hein, très grande région sur laquelle ils veulent avoir des droits exclusifs d'exploration. Next. Ok, alors les permis, c'est un grand sujet pour les différents États, puisque l'hydrogène naturel n'existait pas par le passé. On enseignait même que ça n'existait pas. Et donc, le droit dans les différents États ne prévoyait pas l'hydrogène. C'est maintenant en train de venir. On a vu que l'Australie l'avait fait. L'Espagne a déjà une start-up qui travaille en Aragon, qui s'appelle Helios. Elle essaye d'obtenir une réglementation en Espagne. Pour l'instant, elle travaille sous dérogation. Elle travaille aussi avec la Commission européenne pour faire reconnaître l'hydrogène naturel au niveau européen. En France, on a une loi qui concerne l'hydrogène naturel depuis avril 2022, ce dont a pu profiter 45.8 Énergie, par exemple. Donc, on peut avoir des permis de recherche pour une quinzaine d'années, et puis après, si on peut passer en production, on peut avoir des concessions pour une cinquantaine d'années.
On a actuellement en France 6 demandes de licence d'exploration qui ont été enregistrées, différentes sociétés qui sont listées là, TBH2, Storengy, 45-8 Énergie, Submarine, Française de l'énergie, etc. Alors c'est surtout sur les Pyrénées et sur la Lorraine actuellement. En France, il faut 18 mois à peu près par expérience pour avoir ses permis. Et puis il faut savoir qu'au moment où, avant que le permis ne soit donné, la zone qui est demandée par la start-up, l'explorateur, est mise aux enchères, en fait, est mise à la concurrence pendant 3-4 semaines. Enfin, ces dossiers sont rendus publics justement pour permettre cette concurrence. Et on sait que TBH2, par exemple, a proposé un projet avec 5 millions d'euros sur une première phase et 50 millions d'euros sur une deuxième phase. Donc, c'est quand même des projets extrêmement coûteux. Next. Les acteurs. Donc, j'ai rajouté un petit chapitre par rapport à ce que nous a donné les présentateurs de cette conférence. Alors, les acteurs, ben, c'était évidemment Hydroma, la société qui a fait les premiers forages au Mali. Ensuite, on a eu une société qui s'est créée en France, Natural Hydrogène Énergie, enfin en France et aux USA, par un Ukrainien, Vyacheslav Zgonik, qui est un grand ponte aussi de l'hydrogène naturel. Il a créé ça en 2012, donc il y a pas mal de temps. Et au Nebraska, il a commencé à forer en 2019, mais on n'a pas de résultats. Malheureusement, il n'a pas publié de résultats sur le sujet, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Sinon, les acteurs de l'hydrogène, ce sont beaucoup d'académiciens. Zgonik était un chercheur, en fait, beaucoup de géologues en réalité, et puis qui ont créé leur propre start-up, pour certains d'entre eux. Ils utilisent des sociétés de services qui sont dans l'oil and gas de façon à pouvoir faire les études sismiques, magnétiques et autres, et puis aussi l'exploration. Les grands groupes, très curieusement, les grands groupes ne sont pas présents, à part peut-être Engie qui fait exception. Ils sont en veille sur le sujet, ils écoutent, ils regardent, mais ne s'engagent pas encore. C'est en fait certainement une activité à grand risque, enfin, pour ces groupes, parce que en réalité, les gisements d'hydrogène ne sont pas déterminés avec certitude. C'est beaucoup d'estimations, contrairement à l'oil and gas où on sait estimer des réservoirs de manière assez précise et on sait investir avec des retours assurés. Tandis que là, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc c'est des grands risques pour les investisseurs. Puis enfin, à noter que parmi ces startups, on en a certaines qui sont cotées en bourse. Un Gold Hydrogène dont j'ai parlé est en bourse à la bourse australienne et donc ils communiquent beaucoup. Je vous invite à suivre leur communication. Et puis d'autres qui sont également sur la bourse. Next. Allô? Oui. Donc j'ai dit que l'Agence internationale de l'énergie avait reconnu l'hydrogène naturel. Ils ont établi une task force chargée de promouvoir cet hydrogène naturel, de promouvoir également les bonnes pratiques. On a en Europe un lobby qui s'est créé, qui s'appelle Earth2 Hydrogène, avec les différents participants qui sont listés ici, qui travaillent aussi à faire reconnaître l'hydrogène naturel sur l'Europe. Next. J'ai un chapitre qui est sur l'équipement et les composants. Alors, il y a deux grands domaines. C'est pas grave s'il n'y a pas de cela. Il y a deux grands domaines, l'exploration et la production. Alors, je peux parler d'exploration parce que c'est en cours. Les startups, comme je disais, font appel à au matériel de forage des équipes oil and gas. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveaux venus à ce domaine-là. Les forages vont de 100 mètres à 3000 mètres. Et les nouveaux équipements, c'est uniquement uniquement l'instrumentation qui est spécifique à l'hydrogène et les matériaux qui sont liés au prélèvement que l'on peut faire par rapport à l'hydrogène, puisqu'il faut éviter les métaux qui attaquent l'hydrogène, comme le fer, l'aluminium. Donc, on va privilégier des matériaux en inox en réalité. Voilà. Donc,
au niveau de l'exploration, il n'y a pas plus que cela. Par contre, la production, lorsqu'elle commencera, ce qui n'est pas encore le cas, mais lorsqu'elle commencera, il y aura des spécificités liées à l'hydrogène, puisqu'il faudra certainement filtrer l'hydrogène en sortie du puits pour l'épurer. Il peut y avoir en tête de puits tout un équipement pour stimuler la production. Donc ça, c'est relativement spécifique, ce sera spécifique à l'hydrogène. Et puis, ce qu'on imagine aussi, enfin ce que les startups disent, c'est que ils envisagent de faire venir autour d'eux, autour des puits, différentes industries qui utiliseront l'hydrogène sur place pour fabriquer des engrais, pour fabriquer des carburants verts, pour fabriquer de l'ammoniac, parce que éviter ainsi d'avoir à transporter l'hydrogène sous forme liquide ou sous forme gazeuse, ou de mettre en place des tuyauteries qui pourraient être sur des distances très très importantes. Ceci dit, on peut aussi évacuer l'hydrogène avec différents moyens de transport. Hein. C'est aussi envisageable suivant les conditions économiques locales. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau des équipements et des composants. Au niveau de la conclusion, je dirais qu'en premier lieu, finalement, l'hydrogène naturel existe. Hein, c'est reconnu par les États, c'est reconnu par le monde industriel maintenant, c'est reconnu par les universités hein, qui enseignaient auparavant que ça n'existait pas. Mais c'est un sujet, pour l'instant, qui est en phase d'exploration et qui attire surtout des startups. Et ceci sur tous les continents et dans de plus en plus de pays. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'existe pas vraiment de production d'hydrogène naturel. Hein. Celle qui est au Mali, elle est extrêmement faible, ce n'est pas une production industrielle. Donc, ce n'est pas commercialisable au niveau industriel, justement. Par contre, dès que l'on aura démontré qu'un débit important peut sortir de ces puits, là, on aura une accélération fulgurante de cette activité hydrogène naturel. Et cette probabilité de démontrer qu'un débit important peut sortir de ces puits, cette probabilité va augmenter du fait que les forages d'exploration vont être de plus en plus nombreux. On a moins d'une dizaine au mois de novembre. On va passer peut-être à une trentaine en 2024. Et puis aussi, cette probabilité augmentera avec la stimulation, la R&D que l'on fait sur la stimulation. Donc la production augmentée de sortie d'hydrogène. Évidemment, si l'hydrogène naturel est mis en production, cela va impacter toute la chaîne de la valeur hydrogène, puisqu'on aura à disposition un hydrogène très très bon marché, qui va débloquer finalement cette difficulté que l'on a à développer l'économie d'hydrogène. Donc la donne sera changée, et cela sans vraiment recours à des subventions que l'on est obligé de faire sur les types d'hydrogène que l'on connaît comme l'hydrogène vert ou autre. Et donc, le point final, c'est de dire à tous ceux qui nous écoutent là, bien de rester à l'écoute des premières annonces de production qui vont sortir